L'intercommunalité. L'intercommunalité en France désigne l'ensemble des acteurs et organismes de coopération associant des communes pour l'exercice de certaines de leurs compétences. Les premiers syndicats de communes sont apparus dès 1890, les syndicats mixtes en 1935, puis en 1959 naissent les syndicats intercommunaux à vocation multiple, les SIVOM. À partir des années 60, des formules plus intégrées sont créées pour gérer et aménager un espace urbain en fort développement, avec l'apparition des districts urbains en 1959 et des communautés urbaines en 1966. Mais il faudra attendre 1992 pour qu'une nouvelle conception de l'intercommunalité se fasse jour. À côté de l'intercommunalité de services, prend place une intercommunalité de projets. Le législateur affirme que le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité. La loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République crée deux nouvelles catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communautés de communes et les communautés de villes. Ces groupements disposent de compétences élargies et sont obligatoirement compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique. Cette loi dote, sur le plan fiscal, ces nouvelles structures d'un régime destiné à favoriser une coopération plus intégrée. En 1995, naît une coopération spécifique orientée autour du développement local à travers les pays. En 1999, sont généralisées les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Enfin, la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales crée une nouvelle forme de regroupement intercommunal, la métropole, que la loi MAPTAM, loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, du 27 janvier 2014, va étendre. Le plus récent bouleversement de cette carte intercommunale reste la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, qui vise à regrouper les intercommunalités existantes dans des plus vastes périmètres. Si des exceptions sont prévues pour les zones rurales les moins denses et les zones de montagne, l'objectif est que les établissements intercommunaux regroupent à l'avenir au moins 15 000 habitants. La volonté du législateur est de construire des territoires à la fois plus forts et plus solidaires. Pour plus d'efficacité, il s'agit de conduire les politiques publiques à la bonne échelle, c'est-à-dire celle des bassins de vie. La mixité des profils des territoires qui désormais forment les intercommunalités permettra par ailleurs la réduction des inégalités territoriales. En 2015-2016, l'ensemble des schémas départementaux de coopération intercommunale ont ainsi été remis à plat. La France devrait compter 1263 intercommunalités au 1er janvier 2017 contre 2062 en 2016, soit une diminution de près de 40% et même de 52% par rapport à 2011, au lendemain de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 qui avait engagé un premier mouvement de fusion. L'impact de cette réforme peut être mesuré à l'aune de la modification des limites des arrondissements qui devront être mis en cohérence avec la carte des nouveaux établissements intercommunaux. 269 d'entre eux sur 334 devraient être concernés. Les différents types de coopération intercommunale. Les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, désignent les différentes formes de coopération existant entre les communes. On en distingue deux types. D'une part, la forme fédérative, dite à fiscalité propre, caractérisée par une fiscalité directe locale et par l'existence de compétences obligatoires. Cela recouvre les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. À l'exception toutefois de la métropole de Lyon, collectivité territoriale à part entière, assimilée à un département, même si elle est prise en compte dans la détermination du nombre de communes et du nombre d'habitants couverts par une intercommunalité à fiscalité propre. D'autre part, la forme associative
dites sans fiscalité propre, financées par les contributions des communes qui en sont membres. Cela concerne les syndicats intercommunaux à vocation unique et les syndicats intercommunaux à vocation multiple, regroupés sous la dénomination de syndicats de communes. Les 11 établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris sont une forme particulière de syndicat intercommunal. Si l'on élargit la perspective à l'ensemble des groupements de collectivités territoriales, il faut ajouter à ces établissements publics de coopération intercommunale les syndicats mixtes fermés et certains syndicats mixtes ouverts, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. L'évolution du nombre de communautés suite à la loi NOTRe. En obligeant les communautés à regrouper au moins 15 000 habitants, contre 5 000 habitants auparavant, sauf dans certaines zones rurales et de montagne, la loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 a conduit à réduire significativement le nombre de communautés. Au 1er janvier 2017, la France devrait compter 1263 intercommunalités contre 2062 en 2016, soit une diminution de près de 40%. Près de la moitié des groupements à fiscalité propre qui devraient composer la nouvelle carte intercommunale au 1er janvier 2017 seront le fruit d'une évolution, soit d'une fusion bloc à bloc, dite aussi fusion simple, soit issue d'une opération plus complexe, extension de périmètre, retrait. Dans la majorité des cas, les préfets et les commissions départementales de coopération intercommunale ont cherché à faciliter les opérations et privilégier les fusions bloc à bloc, plus simples de mise en œuvre, notamment sur le plan budgétaire et comptable. En moyenne, les nouveaux groupements issus des fusions ont concerné 2 ou 3 communautés existantes en 2016. On observe toutefois des regroupements de plus grande ampleur. 27 communautés devraient être composées de 5 anciennes intercommunalités et 16 nouvelles communautés de 6 à 8 anciens groupements. Alors qu'ils étaient exceptionnels il y a quelques années, les groupements de grande dimension seront plus nombreux. On en recense 14 de plus de 80 communes et 8 de plus de 100 communes. Ces cas de communautés XXL demeurent néanmoins minoritaires. C'est en toute logique le groupe des communautés de communes qui est le plus concerné par cette réduction. En 2016, on comptait 1842 communautés de communes. Elles ne seraient plus que 1024 au 1er janvier 2017, soit un taux de réduction de leur nombre de 44%. Parallèlement, le nombre de communautés d'agglomération s'accroît de 17. Principale conséquence de cette transformation du paysage intercommunal, le nombre moyen de communes par groupement ainsi que la population moyenne des groupements progresse. En 2002, on comptait en moyenne au niveau national 12 communes par groupement. Ce nombre pourrait être multiplié par un peu plus de 2,5 en 2017, soit 29 communes en moyenne par groupement. Les futures communautés regrouperaient 54 000 habitants contre 32 500 en 2016. En accompagnement de ce mouvement, la catégorie des groupements à fiscalité additionnelle se réduit fortement. Ces communautés représentaient 66% des groupements en 2002, elles ne devraient représenter plus que 24% des groupements en 2017. La réduction de la population concernée est encore plus importante. Un quart de la population était en fiscalité additionnelle en 2002, contre 8% en 2017. Au-delà de la taille, les différentes lois qui se sont succédées depuis la loi de 2010 de réforme des collectivités territoriales ont également profondément fait évoluer la répartition des compétences du bloc local. Les communautés vont devoir exercer de nouvelles compétences, transfert obligatoire de la gestion des déchets, de l'eau, de l'assainissement, de la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, du développement économique, incluant la promotion du tourisme, etc. Les communautés devront aussi choisir leurs compétences optionnelles parmi celles proposées par la loi et lors des fusions en tenant compte des interventions précédemment exercées par les unes et les autres. Il en sera de même pour les compétences facultatives.
La grande diversité des choix possibles fait que chaque communauté est singulière.